Bonjour à Bonjour tous. à tous. A priori, tout va bien, le son et l'image fonctionnent. On est ravis de vous accueillir sur cette thématique. L'idée aujourd'hui, ça va être d'avoir une approche hybride entre l'approche terrain et puis la structuration, c'est-à-dire ce qu'on propose de mettre en place éventuellement, ce à quoi il faudrait penser en qualité d'expatrié. Dans ce cadre et au programme, on va avancer sur les problématiques que vous pourriez rencontrer. On vous invitera à interagir avec nous. L'idée, c'est que ce soit quelque chose de ludique. N'hésitez pas à poser des questions, à effectuer des remarques sur lesquelles on va pouvoir rebondir. On avancera sur les risques si vous êtes expatrié, peut-être déjà encore en réflexion ou pas. Et donc, sur cette thématique, on mettra en relief les différents risques ou les choses sur lesquelles il va y avoir des points d'attention, les solutions éventuellement qui peuvent être proposées, comment structurer sa situation à date et quelques points clés qui permettront de conclure avant de se quitter et éventuellement de se rappeler dans un autre contexte un peu plus privé. Je vais me présenter avant de laisser Yasmina le faire. Donc, je suis Amandine Frappier, je dirige la cellule Hilbert Wealth Management, qui est une société de gestion privée qui a vocation à accompagner des particuliers, des dirigeants, notamment expatriés, avec des bureaux sur place. Mon associé est au UK, il est à Londres depuis 20 ans. Nous avons également des bureaux à Dubaï, en Belgique, en Italie, bientôt aux US et bien sûr à Paris. C'est la raison pour laquelle on peut accompagner une clientèle à l'international avec des problématiques qui sont par ailleurs les nôtres au sein même de notre structure. Yasmina elle-même est expatriée. Je vais peut-être te laisser te présenter. Oui, en effet. Bonjour à tous. Tout d'abord, Amandine, merci beaucoup pour ton invitation. Et super heureuse d'être avec vous aujourd'hui et puis avec notre audience en ligne pour discuter de ce sujet qui me tient très à cœur vu que j'ai tout quitté, ma carrière dans le monde du corporate pour monter cette FinTech, Elysian World Ventures, où nous avons développé la première application mondiale 100% privée, vraiment pour soutenir, accompagner les internationaux, les expats, mais avant tout les conseillers qui travaillent avec eux, afin qu'ils puissent mieux visualiser, gérer leur patrimoine de manière proactive. J'aimerais m'excuser auparavant. Ça fait très très longtemps que j'ai quitté la France et du coup j'ai peut-être plus un franglais qu'un français parfait, on va dire. Donc, je vous demanderai un petit peu comme on dit en anglais, bear with me. Par rapport à mon background et pourquoi je suis ici, pourquoi tu m'as demandé de t'accompagner sur ce webinaire. J'ai travaillé donc serial expat, j'ai grandi en tant qu'expat et puis plus récemment j'étais aux États-Unis, maintenant je suis basée à Londres. J'ai travaillé pendant plus de 17 ans dans le monde de l'investissement. J'ai commencé ma carrière à Merrill Lynch aux États-Unis où j'étais gestionnaire de portefeuille pour une gestion privée, pour une clientèle privée, pardon. Et plus récemment, j'étais chez HSBC Global Asset Management où j'étais spécialiste equities donc basé à Londres, mais sur un rôle global. Et ce qui était très intéressant, c'est que étant cette serial expat et ayant aussi cette approche professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin sur le marché, notamment pour des solutions qui soient 100% privées, globales et efficaces. En fait, quand on regarde les expatriés, ils vont tout de suite avoir des problématiques qui vont être similaires, et vous le verrez à travers cette présentation, qui vont être similaires à celles de milliardaires, sauf que les milliardaires, ils ont beaucoup plus de zéros sur leur compte, et du coup, ils vont avoir leur propre family office, où ils vont avoir une équipe vraiment dédiée pour les soutenir, et les outils aussi pour les soutenir. Donc, c'était vraiment ce qu'on voulait essayer de voir comment trouver une solution qui allait être accessible, mais qui allait aussi permettre cette collaboration entre les internationaux et les différents experts. Donc la question, vraiment, what about us? Nous, en tant qu'experts, que pouvons-nous faire? D'où Elysian, qui permet vraiment d'augmenter cette collaboration entre les
les expats, les citoyens du monde, leur conseiller, leur permettre d'avoir la visibilité nécessaire ainsi que la proactivité nécessaire pour pouvoir vraiment structurer leur patrimoine sur le long terme. Avant de passer sur le prochain slide, j'aimerais poser quelques questions. Et je pense qu'elle est disponible sur l'un des sondages. Je vais regarder si... Donc la première, c'est, à votre avis, combien de comptes sont perdus, et vraiment pour vous aider à voir un petit peu les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'expat, à votre avis, combien de comptes sont perdus entre la France, les US et les UK? Et je vais voir si on commence à avoir quelques réponses. Par an? Non, au total. Je n'arrive pas à voir le sondage s'il y a des... je pense que ça doit être ici. Pardon, je ne sais pas. C'était sur... Donc, je vois que vous êtes en train d'y répondre. Donc, je vais vous donner juste quelques secondes de plus. Quand on parle de compte, on parle également, peut-être pour préciser, de fonds d'investissement, voilà. etc. Oui, c'est assez large. Par les US, les UK, la France ou peu importe le pays. Est-ce que vous avez une idée du nombre de comptes qui sont perdus et oubliés, notamment dans le cadre de départ, de décès? Parfois, tu me corriges. Parfois de décès, et puis en fait, et on reviendra dessus, c'est vraiment pour mettre en avant à quel point ça peut être facile. Je ne vois pas de réponse. À ton avis, je veux pas qu'on passe trop de temps, parce que j'ai quand même 2 autres questions, et je sais que tu en as quelques-unes aussi. Souhaitez-vous... Voilà. Bon, pour répondre à cette question, et c'est une question qui... qu'entendez-vous par perte de compte? C'est-à-dire qu'on a totalement oublié qu'on avait un compte qui existait. C'est intéressant. C'est intéressant parce que souvent, quand je pose cette question, la réponse qu'on me dit, c'est « Oh, mais il faut être super riche pour oublier des comptes. » Et donc, voilà. Mais je vais peut-être répondre à cette question afin qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, il y a environ, tenez-vous bien, 2 trilliards de dollars qui sont sur des comptes perdus. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par perdu? Qu'on a oublié, où les individus ont tout simplement oublié qu'ils avaient un compte. C'est un énorme problème, même en France. On parle beaucoup de comptes dormants. Il y a la Banque de France a des équipes qui travaillent dessus pour vraiment aider. Pour vous donner une petite idée, sur les 2 trilliards de dollars, environ 78 milliards de pounds sont juste au UK, de livres sterling. En France, c'est 9,71 milliards d'euros qui ont été perdus entre, je crois que c'était 2017 et 2025. Et pour vous donner une petite idée, donc une fois qu'on oublie son compte, qu'il n'y a pas d'activité sur un compte, ce compte va être transféré à la Caisse des dépôts après 20 ans. Ça sera ensuite reversé à l'État. L'année dernière, 2025, en France, 89 millions d'euros ont été versés, ont définitivement été perdus et du coup se sont retrouvés dans les caisses de l'État. Aux États-Unis, on a 200 millions de dollars qui sont sur des comptes d'épargne santé, Health Savings Accounts, et environ 1,65 trilliard de dollars sur des plans 400 AK qui sont totalement perdus. Et la deuxième question, et pour vraiment mettre en avant pourquoi ça peut être encore plus compliqué quand on est expat, justement, de tout traquer, de tout visualiser. Je vois quelques entre la France, voilà. Donc, plusieurs millions, c'était plus de 10 millions. Et en effet, vous voyez, on est vraiment dans les trilliards, ce qui est un chiffre absolument
hallucinant. C'est intéressant parce que beaucoup d'entre vous ont répondu 1 million à 45%. C'est beaucoup plus que ça, ce qui montre l'enjeu. Et vous êtes, si vous êtes déjà expatrié, la somme de ces enjeux-là. C'est tout l'objet justement de notre point d'aujourd'hui. Peut-être qu'on leur montre. Oui, avant de montrer l'autre slide, en fait, la deuxième question que je pense qu'on a déjà quelques réponses sur cette deuxième question, c'était qui utilise Excel ou Google Sheets pour gérer ses finances. Donc là, je vois encore quelques questions. Et la question d'après, je vous la pose dès maintenant, comme ça vous pouvez commencer à y réfléchir. Utilisez-vous Excel ou Google Sheets? Où il y a une personne qui a répondu qui dit non. On va attendre que les autres répondent quand même. 50-50. Là, on est à 50-50, mais il y a 2 personnes. Voilà. Je pense qu'on est un petit peu plus nombreux et ça peut être un tableau, voilà, surtout Excel, Google Sheets. Après, si vous avez d'autres solutions, toujours intéressées. Et en fait, pourquoi on vous pose cette question, c'est que on s'est rendu compte que quand on est expat, quand on est sur plusieurs pays, on peut passer, juste pour mettre à jour ce petit fichier Excel qu'on a souvent, ou si vous avez d'autres solutions, tant mieux. Et je serais encore une fois heureuse de savoir lesquelles vous utilisez. Il faut compter environ 150 heures par an. Pour vous donner une idée de ce qu'on veut dire par 150 heures par an, c'est 1 mois de travail par an, juste pour mettre à jour ce fichier Excel. Et la question, et donc c'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui vont tout simplement arrêter de mettre ce fichier à jour parce qu'ils n'ont même pas... Ils mettent à jour, ils n'ont même pas le temps de prendre de décision. Et du coup, la dernière question, c'est êtes-vous à l'aise concernant la gestion de vos données privées? Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, donc maintenant je vais pouvoir aller sur l'autre slide, c'est parce que en un an, on s'est rendu compte qu'il y avait 2,2 milliards de dollars. Excusez-moi, nous on est en train de 2,2 milliards de dollars qui, ce sont les amendes liées aux violations de données personnelles. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est-à-dire que vous avez signé un document en disant bah, voici, je vous autorise à utiliser mes données de cette manière. La compagnie décide de changer d'avis, elle vous renvoie un document, peut-être que vous ne le voyez pas, et puis pour finir, vous vous rendez compte que vos données ont été utilisées de manière différente que celle que vous aviez signée. 2,2 milliards de dollars. Et donc, ces chiffres reflètent vraiment un phénomène que l'on peut voir s'accentuer de plus en plus, qui est le fait que les patrimoines sont de plus en plus complexes. Avec l'apparition des nouvelles banques, des néobanques, des nouvelles plateformes d'investissement, nouvelles solutions aussi d'investissement, on a des cryptos, on a des NFT, on a pas mal de choses, on se retrouve très rapidement à avoir un patrimoine qui va être dispersé. Alors, dispersé sur un pays déjà, mais quand on va être expatrié, cette dispersion va se faire aussi sur plusieurs pays. On va commencer à investir dans des plans 401(k), des fonds de pension, etc., avoir plusieurs comptes pour différentes raisons. Et du coup, une question toute simple va se poser, une question toute simple qu'on se pose, et on ne penserait jamais avoir à se la poser, c'est « ai-je oublié ou perdu des comptes ?» Comme vous pouvez le voir, 2,2 trilliards de dollars de comptes sont perdus, juste sur 3 pays. Une autre question qu'on va se poser, c'est, vu que mes comptes, mes actifs sont dispersés un peu partout, est-ce que je prends des bonnes décisions d'investissement? Parce que du coup, peut-être qu'au début, ma stratégie, elle a été mise en place et c'était bien. Mais quand vous avez des investissements qui fluctuent chacun de leur côté, comment s'assurer que, sans avoir cette visibilité d'ensemble, vous allez prendre des bonnes décisions d'investissement sans avoir ces risques inconscients. Problème de la résidence fiscale aussi. Et bien sûr, les données, si vous arrive quelque chose, comment s'assurer que tout ce pour lequel vous avez travaillé si dur va être transmis à vos enfants, à vos héritiers, et pas se retrouver reversé à l'État.
Et pour répondre à cette question, je voulais vraiment prendre un exemple d'un expatrié. Ici, on a pris l'exemple de Mathieu, 45 ans, cadre, qui, après avoir fait ses études en France, a passé 8 ans à New York. Il a ensuite il a rencontré sa femme à New York. Ensemble, ils se sont mariés en France. Ils ont bougé à Shanghai, vécu 4 ans, et puis ils sont à Londres depuis 12 ans. Épouse américaine, lui il est français, il a la carte verte, il n'a jamais pris la nationalité, mais il a la carte verte. Leurs enfants sont nés au UK, ils ont un patrimoine sur 3 pays. En Chine, ils ont tout fermé avant de partir. La Chine a tendance à forcer les gens à le faire, mais du coup, patrimoine sur 3 pays. Quand il a fait ses études à Paris, il avait un compte bancaire, il a ouvert un livret A, un PEL. Voilà, donc son petit compte bancaire, il l'a gardé. Aux US, il avait un petit compte courant, un compte retraite individuelle, Roth IRA, un plan 401k, un Health Savings Account avec son employeur. Au UK, il a plusieurs pensions d'employeurs. Il a travaillé, il a changé de job 2-3 fois. Il a un compte courant en GBP. Il a un compte épargne, il a une carte de crédit, il n'en a qu'une seule, il y en a qui en ont beaucoup plus. Il a 2 biens immobiliers, il vient d'acheter une maison, mais ils ont gardé leur ancien appart et ils ont encore 2 mortgages de prêts immobiliers sur ces biens. 2 participations start-up, pas grand-chose, des petits tickets. Et puis ensuite, il a son compte Revolut parce que quand il voyage, il aime bien avoir différentes devises. Tout ça pour vous dire, ici, je n'ai à aucun moment parlé des montants qui étaient sur les comptes. Il n'y a pas besoin qu'ils montent beaucoup. Par contre, ils sont partout. Il a plus d'une vingtaine d'actifs et passifs aussi à traquer. Une chose, les questions qui va se poser, donc bien sûr en termes de performance, imaginez, essayez de prendre des décisions quand vous avez tout ça éparpillé. En termes de retraite, il va se poser des questions aussi, comment est-ce que je devrais contribuer, je ne sais pas où je vais vivre, où je vais prendre ma retraite, où est-ce que je contribue. On fera sûrement un sujet dédié à la retraite parce que ça peut être un sujet à lui-même. Mais voilà, donc des fonctionnalités, des questions qui ne sont pas évidentes. Et une chose aussi sur laquelle il ne s'était pas rendu compte que ça allait avoir un impact, et c'est vraiment pour mettre en avant le type de problématiques qu'on peut avoir quand on bouge, quand on s'expatrie ou qu'on vit dans un autre pays, c'est que même si lui et sa femme, donc lui français, pardon, elle américaine, ils se sont mariés en France, leurs premières années, ils ont vécu en Chine, parce qu'ils ont vécu en Chine tout juste après leur mariage pendant 2 ans. Il se trouve que en termes de droit matrimonial et succession, donc en cas de divorce ou de décès, ça va être la loi chinoise qui sera appliquée. Alors, je ne suis pas là je ne suis pas experte juridique ou fiscale ou autre, mais juste pour partager avec vous certaines des problématiques qu'il peut avoir. Et puis ensuite, en termes de fiscalité, pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer, je touche rapidement sur le problème fiscalité et ce que j'aimerais vraiment revenir dessus par la suite, juste pour être sûr que tu as un petit peu de temps aussi. Donc, on vient de parler des coûts que l'on peut voir, que l'on peut avoir en tant qu'expatrié par rapport à cette dispersion des actifs, à quel point c'est facile de perdre des actifs. Après, il y a le coût aussi invisible qui est celui de la performance, de ce cash. Donc, si vous avez oublié que vous aviez un compte, il est possible que ce compte ne soit pas investi. Et puis aussi, il ne va pas être pris en compte dans votre stratégie patrimoniale. Aussi, en termes d'allocation, comment êtes-vous sûr que vous avez la bonne allocation si vous n'avez pas la bonne visibilité? Donc, possibilité de surexposition à une devise, parce que aussi, on est sur plusieurs devises. Éventuellement, une surexposition ou sous-exposition à une classe d'actifs. Et ce qui est important, c'est que c'est pas le fait, c'est pas par stratégie, mais vraiment par défaut de vision. Et enfin, inefficacité par rapport à des décisions qui vont être prises trop tard parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas cette visibilité de manière rapide. Et puis, en termes de charge mentale, vous pouvez le voir, le stress que ça peut être. Donc, il y a énormément d'incertitude, mais d'anxiété.
Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup, où il y a une telle anxiété que les personnes vont mettre ça de côté. Et bien sûr, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Ensuite, en termes de considération, les considérations fiscales, donc bien sûr, il faut prendre en compte sa résidence fiscale. Où est-on aujourd'hui? Alors, ça paraît être une question simple, mais quand on bouge beaucoup, quand on est amené à voyager beaucoup, ce qui est souvent le cas, donc soit pour des raisons professionnelles, ou bien parce qu'on veut essayer de voir sa famille autant que possible, il est très important de traquer le nombre de jours qu'on va passer dans certains pays, et puis aussi la raison pour laquelle nous sommes dans ces pays, parce que ça peut avoir un impact sur votre résidence fiscale. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que aussi, quand vous mettez, et Amandine en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure, par rapport aux investissements, la stratégie patrimoniale qui va être mise en place, les enveloppes fiscales, il va y avoir des enveloppes fiscales qui vont être différentes d'un pays à l'autre. Il faut faire attention que c'est pas parce que vous bénéficiez d'une enveloppe fiscale dans un pays qu'elle va être reconnue dans l'autre. Donc, en termes d'investissement, c'est vraiment important d'avoir cette vision d'ensemble sur plusieurs pays, et puis surtout ne pas créer une résidence fiscale qui va annuler toute la stratégie qui a été mise en place. Je dirais d'ailleurs que c'est surtout ça, je me permets, ça peut être une question qu'on peut poser à nos interlocuteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes figé dans un pays, ou est-ce que vous bougez assez régulièrement dans l'année pour des raisons notamment professionnelles? Et là, sachez, et je crois que c'était pendant le Covid, Yasmina, que tu me précisais qu'il y avait eu pas mal d'établissements stables qui s'étaient créés. Alors, pour information, un établissement stable, parce que c'est peut-être pas un terme qui est très limpide pour tout le monde, c'est que vous créez une résidence fiscale, même si votre résidence principale est dans un autre pays, parce que vous avez passé un certain nombre de jours dans tel autre pays, où le pays en question va considérer que si vous avez passé plus de temps chez lui que dans un autre pays, vous avez une fiscalité et vous êtes redevable potentiellement, alors il y a des conventions qui existent, mais vous êtes potentiellement redevable de telle ou telle taxe sur tel pays. Et je vois une question ici qui est jour ouvré ou tous. En fait, la question, alors j'aimerais... Question pertinente. Voilà, qui est une question très importante. En fait, et j'aimerais juste, disclaimer, je ne suis pas experte fiscale, mais de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment, en fait, le rapport qui doit être fait, c'est, il faut dire, est-ce que j'étais dans tel pays et pour quelles raisons? Et donc, en fait, c'est vraiment voir si vous y étiez pour le travail ou pas. Donc, c'est pas vraiment jour ouvré ou pas, c'est est-ce que vous y étiez et que vous travailliez ce jour-là, à ce moment, ou bien est-ce que vous y étiez pour certains cas, ou bien est-ce que vous y étiez parce que c'était pour rendre visite à la famille ou autre. Mais si vous pourriez, en fait, il y a la possibilité de nous contacter. Je crois que c'est sur le webinaire, il doit y avoir un call to action où vous pouvez nous demander à être recontactés. Et j'aimerais vraiment... on a beaucoup d'experts fiscalistes avec qui nous travaillons, et je serais heureuse de m'assurer que vous avez une bonne réponse experte à cette question, parce encore une fois, je ne le suis pas. Effectivement, voilà. Oui, peut-être pour préciser et répondre en partie en tout cas, et le reste dépend de situations particulières où on aura plaisir de vous répondre individuellement. Effectivement, on n'est pas avocat fiscaliste, néanmoins pour répondre, vous avez des conventions fiscales qui existent et ce qui s'appelle des faisceaux d'indices de résidence. Ces faisceaux d'indices sont basés régulièrement autour de votre établissement, résidence principale de votre côté, la famille, et là vous avez un intérêt économique. Le sujet, c'est que l'intérêt économique, c'est souvent le travail. Mais si votre contrat, il est par exemple anglais, mais que vous êtes amené la moitié de l'année à être détaché à Dubaï, eh bien, en fonction des conventions fiscales, on peut considérer que vous êtes résident fiscal dubaïote, italien, peu importe, en fonction du pays où vous vous trouvez. Et ça peut créer des résidences fiscales et des appels de taxes qui vous mettent pas dans des positions confortables parce que vous ne les maîtrisez pas. Ça crée ce qu'on disait avec ce que disait Yasmina brillamment, c'est de la charge mentale parce que parfois vous n'avez plus la mémoire, vous n'êtes pas en train de vous traquer au quotidien, vous savez plus si vous y avez été parce que c'était un week-end comme ça pour
les vacances ou si c'était pour le travail et auquel cas potentiellement vous tombez là-dedans. Donc oui, effectivement, le sujet n'est pas jour ouvré ou pas, même si c'est une excellente question, c'est plutôt la raison pour laquelle vous y êtes. Et est-ce que dans l'année, ça permet de considérer pour le pays comme une résidence fiscale? Parfois oui, et c'est la raison pour laquelle il y a notamment des applications qui existent qui permettent de traquer votre mobilité. Comme Elysian, et ce qu'a fait Yasmina. Et du coup, voilà, donc avec Elysian, c'est exactement ce qu'on a fait parce que des fois, c'est par année, mais aussi des fois, ça va être sur une période de temps. Les États-Unis, par exemple, ils vont regarder au cours de la dernière année, mais aussi au cours des 3 dernières années, par exemple. Donc voilà, donc c'est très important en effet, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait l'application Elysian, justement parce qu'elle se veut être intégrée dans cette approche patrimoniale de proactivité et de s'assurer que pardon, il y a plusieurs et de s'assurer que justement vous pouvez traquer ce nombre de jours de manière proactive avec votre application. Stéphane qui nous pose une question qui est intéressante. Stéphanie. Quand on définit Stéphanie, pardon. Oui, désolée. Excusez-moi. Stéphanie qui nous pose une question intéressante. C'est si on quitte définitivement la France. En fait, le sujet de la résidence fiscale concerne absolument tous les pays. Tous les pays vont vouloir considérer, c'est normal, c'est le nerf de la guerre, que vous êtes résident fiscal chez eux. Donc, si vous êtes résident anglais, c'est peut-être votre cas, Stéphanie, ou ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense qu'on a des inscriptions de partout dans le monde. Oui, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Si vous pouviez mettre un petit drapeau, je ne sais pas s'il y a l'émoticône, ça serait sympathique. Nous, on vous parle de Londres aujourd'hui. Mais effectivement, le sujet de la résidence fiscale concerne tous les pays et les règles des conventions s'appliquent en fonction des pays et des conventions fiscales qui existent ou pas avec les autres pays que celui dans lequel vous considérez être résident. Exemple, si vous êtes résidente anglaise, Stéphanie, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, et que vous êtes détachée professionnellement, par exemple, en Italie, je dis n'importe quoi, il y a peut-être des conventions fiscales entre le UK et l'Italie qui vont résoudre le sujet de la résidence fiscale. Mais la réalité, c'est que traquer sa mobilité, ça concerne absolument tout le monde, peu importe où vous êtes. J'ai envie de dire, surtout si vous êtes aux US, n'est-ce pas? Oui, parce qu'aux US aussi, ça va se faire par État. Donc aux US, et d'ailleurs c'était le cas qui nous était arrivé avec mon mari, on était basé à Chicago dans l'Illinois, et dans l'État de l'Illinois, et Stéphanie, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement, on sera heureuse d'y répondre. Parce que selon le pays aussi, justement, ça peut être intéressant. Et du coup, mon mari voyageait beaucoup sur l'État de New York pour le travail, et sans le savoir, on n'avait pas lancé Elysian, je n'avais pas lancé Elysian à l'époque, il s'est retrouvé à créer une résidence fiscale dans l'État de New York, et du coup à devoir payer des impôts là-bas au bout de l'année. Et ce qui est important aussi pour les entreprises qui vont avoir des cadres qui voyagent beaucoup, c'est que non seulement une entreprise qui n'a pas de résidence fiscale dans un pays, s'ils ont un cadre qui voyage beaucoup dans ce pays, non seulement le cadre va créer une résidence fiscale pour lui-même, mais aussi pour la compagnie dans laquelle il travaille. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi des pénalités, et c'est là où ça peut coûter cher, en termes de comptes non déclarés, si on ne fait pas attention à notre résidence fiscale. Donc par exemple, si on reprend le cas de Mathieu, expat français à Londres, marié à une Américaine, et du coup mais surtout qui a la carte verte, il doit faire en tant que résident fiscal américain, il doit déclarer tous les comptes qu'il a en dehors des États-Unis. Il n'est plus français, il n'est pas résident fiscal, donc il n'a pas besoin de... Donc ça, il tombe pas là-dedans. Mais par contre, donc il a les comptes en dehors des États-Unis. Et puis, il y a eu un changement. Je vais d'ailleurs passer à l'autre slide, si ça ne vous dérange pas. Voilà, un exemple de reporting de compte à déclarer. Donc en France, donc là, l'exemple que j'étais en train d'utiliser, c'est le FBAR, par exemple, pour les résidents fiscaux américains.
Il y a une pénalité qui est par compte et par an. Donc, en fait, pour les résidents fiscaux américains, ils doivent déclarer, ils n'ont rien à payer en plus par rapport à ces déclarations. C'est vraiment une déclaration où, à partir du moment où ils ont plus d'un certain montant, un solde plus de 10 000 $ sur leur compte en dehors des États-Unis, ils doivent déclarer chacun de ces comptes. Et par contre, s'ils ne le font pas, c'est là où on peut avoir des pénalités qui sont très importantes, qui vont être par compte. Donc, même si vous avez 500 € sur un compte qui n'a pas été déclaré, ça peut être une pénalité de 10 000 $. Donc, ça peut monter très vite. En Angleterre, il y a eu un changement du régime de rémittance. Donc, c'est surtout pour les referendums, qui fait que avant, ils ne payaient que si le revenu était rapatrié sur le sol anglais, enfin sur l'Angleterre, sur les UK. Maintenant, en fait, même si cet argent n'est pas rapatrié, ils sont obligés de le déclarer. Et donc, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a vu beaucoup d'expatriés quitter l'Angleterre ces derniers temps. Et puis en France, je pense que ça, vous le savez probablement mieux que moi, c'est le formulaire 3916 où tout résident fiscal français doit déclarer chaque compte qu'il a à l'étranger, même s'il n'y a pas de revenus sur ces comptes. Donc là, on a parlé du côté un peu plus fiscalité. Je vous laisse imaginer le casse-tête quand il s'agit de succession internationale. Donc, non seulement le lieu du mariage va être pris en compte, mais comme on a pu le voir avec le cas de Mathieu, c'est aussi les premières années de là où ils ont vécu après leur mariage. C'est très important, non seulement pour des raisons de succession internationale, donc dans le pire cas, entre guillemets, qui est le cas du décès, mais ça va être très important aussi dans le cas de divorce, malheureusement. Une chose que l'on voit très souvent arriver, c'est des décisions, donc même un divorce qui a été prononcé en France ou des règles ont été appliquées en France ne vont pas toujours être appliquées dans le pays d'expatriation. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, où il y a des familles qui sont... une mère, par exemple, qui avait la garde de son enfant en France, qui arrive en Angleterre et qui n'a plus la garde. Et le mari décide de remettre un peu en question les choses. Donc, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Voilà, pas que pour une question de décès, de succession. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a différentes juridictions, donc selon là où sont les actifs, mais aussi là où on est le jour où on décède, malheureusement, mais aussi là où se trouvent les héritiers, parce que les lois ne vont pas être les mêmes. Donc, il y a certains pays où la taxation se fait au niveau du patrimoine. C'est le cas de l'Angleterre, par exemple. Il y en a d'autres où ça va être au niveau des héritiers. Donc, c'est vraiment très important de structurer tout ça. C'est aussi important, alors comme vous pouvez le voir déjà de notre vivant, on peut facilement perdre des comptes. Si vous n'avez pas un endroit où vous avez tous vos comptes qui sont bien traqués, certains cas, ils seront perdus à tout jamais. Et c'est pour ça que ce chiffre de comptes perdus augmente de plus en plus, parce que justement, ça va être des personnes qui, si elles l'ont oublié de leur vivant, vous imaginez bien que leurs héritiers vont sûrement pas être au courant. J'aimerais laisser la parole à Amandine, mais pour en revenir vraiment, ce qu'on préconise, enfin ce qu'on suggère, c'est vraiment de travailler sur cette visibilité, même quand vous êtes jeune expat, que vous arrivez sur un pays et que vous vous dites oh, c'est pas compliqué, même si c'est pas compliqué, soyez proactifs dès maintenant, traquez dès maintenant, et que ce soit votre PEL, votre livret A, celui qu'on oublie souvent, très souvent, et on le voit énormément, c'est ce premier fonds de pension employeur. C'est souvent celui qui est perdu, qui est oublié. Donc, n'oubliez pas de le traquer. Et puis, surtout, soyez proactifs en vous assurant d'avoir ce qu'il faut, les outils nécessaires afin de traquer
non seulement votre patrimoine, mais aussi votre résidence fiscale. Et puis surtout, assurez-vous d'être bien accompagné. Et à Elysian, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Au-delà de vous offrir cet outil, c'est aussi, on a un réseau de professionnels absolument fantastiques avec qui nous travaillons, et nous sommes toujours heureux de vous mettre en relation avec eux si nécessaire. Donc, Amandine, je vais te laisser la parole. Alors, ce qu'on doit retenir, notamment sur cette première partie, et pour faire une transition, c'est que lorsque vous avez des projets d'expatriation, ce qui est le cas par exemple de Stéphanie, merci pour ce partage et ces échanges, lorsque vous avez des questions, ce qui est le cas de pas mal d'entre vous en privé et sur le chat que nous pouvons tous voir, de résidence fiscale et ou de déclaration, vous avez besoin d'avoir une vision globale. Alors, sur le premier sondage qui a été fait au tout début de ce webinaire, certains effectivement expliquaient suivre leur patrimoine sur Excel ou un Google Sheet. D'autres ont répondu non. Ça veut peut-être dire aussi que vous ne le suivez pas du tout. Le point aujourd'hui, et parce que c'est l'objet du webinaire, c'est un point de vigilance. Plus tôt vous commencez, plus tôt vous structurez, plus tôt vous traquez, plus facile c'est pour ensuite avoir une vision globale et anticiper absolument tout. On vient de dresser effectivement un portrait assez exhaustif, même s'il y a encore des subtilités à voir, et l'objet aujourd'hui est de rester assez large pour vous donner des clés, et le reste peut bien sûr être vu sur un point d'un quart d'heure, 20 minutes qu'on pourrait fixer ensemble. N'hésitez pas à demander à être recontacté pour cela. C'est que l'expatriation amène plein de belles choses. Des opportunités, des projets familiaux parfois, des rencontres effectivement, mais ça amène également des points de vigilance qui, si elles sont anticipées, en réalité se font assez facilement. C'est ça le point d'aujourd'hui, et il existe des solutions qui ont été développées notamment par Yasmina, parce que ça part d'un besoin. Donc c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré, ça partait d'un besoin, et tu as créé cette solution parce que toi-même tu étais confronté voilà, à cette nécessité de consolider des comptes et d'avoir une visibilité complète. Est-ce que je peux d'ailleurs, désolée, un petit, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que parmi ces 2 trilliards de dollars, un de mes comptes est là-dedans. Et pourtant, je suis financière. Et c'est pour ça que je veux vraiment mettre en avant le fait que ça peut arriver à tout le monde. Et quand vous êtes en plein déménagement, en train de penser au travail que vous allez recommencer la semaine prochaine, ou bien dans une autre ville, dans un autre pays, c'est très difficile de penser à tout. Et voilà, donc je voulais vraiment mettre en avant que voilà, ça peut arriver à tout le monde, hein, même ceux qui sont préparés. Voilà, et comme on dit en français, les coordonnées sont vraiment les plus mal chaussées. Les coordonnées, exactement. Sont très mal chaussées. Donc effectivement, ça, ce sont des sujets qui sont des sujets centraux, notamment pour les expatriés, que vous êtes tous. A priori, je regardais les réponses au sondage, vous êtes essentiellement dans des pays plutôt stabilisés, vous êtes peu mobile sur des sujets de mobilité. Vous l'avez en tête néanmoins, si vous avez un métier qui vous amène à vous déplacer régulièrement, vous avez ce sujet de résidence fiscale sur lequel il faudra être attentif. A priori, sur nos interlocuteurs aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, mais au moins, vous l'avez en tête. On se rend bien compte que quand on est expatrié, le sujet il est donc sur la dimension géographique, la fragmentation des données, éventuellement qui peut amener une perte de contrôle, parce que vous n'avez pas le temps. Également. Majoritairement, vous êtes sur des métiers à responsabilité si vous êtes expatrié, majoritairement en tout cas. Vous avez eu des opportunités, vous êtes déjà en train de vous adapter à un pays, vous êtes en train de vous adapter à une administration fiscale différente, vous êtes en train de régler la partie administrative française éventuellement, et où vous êtes en train de déménager et de vous assurer de la logistique de votre quotidien. Et vous travaillez. Donc, pour toutes ces raisons-là, cette perte de contrôle, cette perte de repère, elle existe et elle est normale parce que vous n'avez pas le temps. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir par la suite des oublis ou le fameux « on le fera demain ». Alors, il y aura toujours une raison de ne pas faire, il y aura toujours une raison, effectivement, de procrastiner, pas par absence de volonté. Majoritairement, on est volontaire, c'est juste qu'on est embarqué dans son quotidien
et dans son métier, dans sa vie tout simplement. L'enjeu, il est donc de deux ordres, et je dirais même de trois ordres, ce qu'a précisé Yasmina sur le volet juridique d'abord. C'est également la perte de revenus, la perte d'opportunités de croissance, ça c'est une réalité. Or, aujourd'hui, si vous êtes en principe à l'étranger, c'est parce que vous saisissez des opportunités et assez majoritairement de belles opportunités que vous ne pourriez pas avoir ailleurs. Ça, c'est majoritairement le cas que nous sommes amenés à rencontrer assez quotidiennement. Et donc, votre travail mérite d'avoir une attention particulière pour qu'il soit valorisé dans le temps et que vous puissiez, terme important, si on devait retenir une chose sur le métier que je représente aujourd'hui, qui est la gestion privée, c'est capitaliser sur vos acquis, capitaliser sur votre travail aujourd'hui et structurer intelligemment en ayant l'angle de votre spécificité qu'est l'expatriation. Pourquoi je dis ça? Un patrimoine et une situation qui est bien gérée majoritairement, c'est une situation qui est structurée. Le terme structuration est un terme absolument fondamental, notamment lorsqu'on est expatrié. Pourquoi? Aujourd'hui, l'objectif du webinaire, je pourrais le faire et ça pourrait faire l'objet à chaque fois d'1 heure de présentation sur chacune des solutions financières qui existent sur le marché. Et étant donné la réponse au sondage, vous avez pour la plupart plutôt une aisance sur la partie financière. Ça veut dire que vous êtes habitué à faire des placements, ça veut dire que cette culture de la protection et de la capitalisation est bien présente et c'est tant mieux. En revanche, ce que régulièrement on oublie de préciser, que ce soit dans la dimension conseil ou pour soi-même, c'est cette prise de hauteur, cette prise de recul qui permet d'abord, avant de parler du placement, de le structurer correctement. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à Londres, certains au Tchad, d'autres aux US, à Dubaï en Italie. C'est majoritairement les personnes que nous avons en ligne aujourd'hui. Peut-être que demain, vous êtes ailleurs. Voilà. Et comme demain vous êtes peut-être ailleurs et que vous êtes sans doute français, il y a cette dimension structurale à prendre en considération et je vais aller encore un peu plus loin. Si ce n'est pas un projet aujourd'hui, c'est anticiper votre projet de peut-être demain. Et ça, c'est très facile à faire à partir du moment où on l'a anticipé. Pour cela, l'idée, c'est de mettre en place une logique patrimoniale qui va permettre de suivre absolument tous vos déplacements. Ça s'appelle la structure. Jusque-là, je n'ai pas parlé de produits, je n'ai pas parlé d'ETF, je n'ai pas parlé de que sais-je, de fonds qu'on pourrait mettre à l'intérieur de n'importe quel placement, je n'ai pas parlé d'immobilier. Ça, c'est des outils qu'on met à l'intérieur d'une structuration qui pourrait être pertinente et qui dépend évidemment de votre situation à vous. Chaque personne va avoir une structuration différente. Elle dépend de vos ambitions, elle dépend de votre situation, elle dépend de votre localisation. Mais tout ça peut être mis en place. Et l'idée, c'est que la structure patrimoniale vous suive et pas l'inverse, que vous n'ayez pas besoin de recommencer à chaque fois dans chacun des pays dans lesquels vous êtes. Ah bah là, je suis aux US, très bien, je vais faire un trust, par exemple, parce que c'est plutôt ce qu'on fait aux US avec les funds, etc., qu'on va pouvoir avoir. Je vais au UK, je vais avoir pareil, mon fonds retraite UK, parce que c'est plutôt pas mal et c'est bien abondé. J'ai travaillé à tel endroit, la boîte suit, c'est super. Puis je reviens en France, qu'est-ce que je fais de la retraite publique éventuellement, pour ce qui en restera. Voilà. Est-ce que j'ai contribué, est-ce que, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont des questionnements qu'on peut avoir lorsqu'on est mobile éventuellement, ou lorsque c'était une question qui nous a été posée. On peut percevoir une pension de retraite du UK parce qu'on y a travaillé, on est revenu en France parce qu'on y a sa famille, du coup, quels sont les sujets qui peuvent émaner un petit peu plus tardivement. Il n'y a plus de sujet quand il y a une structuration, puisqu'elle vous suit. Alors, c'est quoi une structuration? Ça veut tout et rien dire. Une structuration, c'est celle qui est adaptée à votre situation. Je vais volontairement avancer sur mes slides. On va parler d'enveloppe. Alors, l'enveloppe, elle va dépendre évidemment d'un audit patrimonial. Elle va dépendre de votre situation, où est-ce que vous êtes. Mais quand on est expatrié, il y a 4 gros axes. La structuration juridique, je donne un exemple. Vous faites des investissements immobiliers, par exemple. Au passage, quand on est expatrié, il ne faut pas oublier l'immobilier. L'immobilier est une valeur refuge qui est, je dirais,
la barrière de l'inflation aujourd'hui, mais pas que. Et vous pouvez le faire aussi avec l'effet de levier de l'emprunt, et notamment en France. On a beaucoup de clients expatriés ailleurs qui investissent dans l'immobilier en France parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets français, mais l'immobilier reste une valeur refuge qui a très peu de chances de perdre en valeur. La question maintenant qui se pose, c'est très bien, mais moi je suis à l'étranger. Quid de la fiscalité? Quid de la déclaration? L'immobilier, ça veut dire quoi? J'investis dans quoi? Ça aussi, c'est important. L'immobilier, ça veut tout et rien dire. Parce que je fais de l'immobilier direct, indirect, etc. Tout ça, ce sont des choses que nous structurons avec le client, dont l'objectif, notamment lorsque vous êtes expatrié, c'est que ça ne vous embête pas. Et que si aujourd'hui vous êtes à Londres, aux US ou peu importe, au Tchad, et que vous êtes encore ailleurs le lendemain, l'investissement que vous avez fait à un instant T l'est anticipé dans sa structuration juridique et fiscale. Deuxième élément, quand on parle de placement financier, votre meilleur ami, en règle générale, c'est le compte titre. Il s'adapte absolument partout. Et l'avantage, c'est qu'il s'adapte à votre résidence fiscale aussi. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et puis, on parle régulièrement de l'assurance vie luxembourgeoise. J'ai volontairement pas commencé par cette enveloppe dans mon propos parce que c'est celle qui est la plus connue et on va souvent la mettre en avant dans nos métiers comme si c'était la seule solution qui existait. D'abord, une assurance vie luxembourgeoise, c'est pas une solution de base. C'est une enveloppe que vous pouvez ouvrir en qualité d'expatrié. Voilà. Elle permet d'avoir une protection, évidemment, sur les fonds, ok, ce qu'on appelle le triptyque de protection. Néanmoins, ça n'amène pas une performance. Et surtout, très important, l'assurance vie luxembourgeoise, oui, mais attention, on va toujours s'intéresser et regarder auprès de l'assureur, et tous ne le font pas, s'il y a ce qu'on appelle des clauses de mobilité. L'assurance vie luxembourgeoise, ce n'est pas un mot magique. La clause de mobilité, elle est fondamentale. Vous avez des assureurs, et ils sont majoritaires, qui à partir du moment où vous ouvrez une assurance vie, on est à Londres, on va prendre l'exemple de Londres, en qualité de résident fiscal anglais, si vous déménagez demain, par exemple en France, votre assurance vie ferme. Donc, nous, on va travailler, on sera vigilant là-dessus, avec des assureurs qui intègrent des clauses de mobilité, c'est-à-dire que votre assurance vie ne ferme pas si vous bougez à droite ou à gauche, peu importe les raisons. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis ensuite, surtout, ça, c'est une structure, mais la performance, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur de ces placements. De la même façon, quand on parle d'immobilier, par exemple, ça ne veut rien dire. On parle de quel immobilier? Est-ce qu'on parle d'une résidence secondaire? Est-ce qu'on parle d'un investissement locatif? Est-ce qu'on parle d'immobilier direct, indirect, de revenus professionnels? Et surtout, comment on l'optimise? Donc, vous avez pléthore de solutions qui permettent d'éviter une fiscalité foncière en France, qui est l'une des plus lourdes, mais vous avez aussi d'autres solutions qui, à partir du moment où juridiquement, elles ont été anticipées, vous permettent d'éviter d'avoir tous ces tracas déclaratifs et fiscaux. Ensuite, il y a vos placements existants. Les placements existants, c'est, vous avez laissé par exemple le classique français, traîner un PEA, un livret, un compte courant, et où vous avez un compte que vous avez laissé aux US comme Yasmina, et ou au Tchad, et ou à Londres, etc. Eh bien, ces comptes-là, ils doivent aussi faire partie d'une stratégie d'ensemble. Et cette stratégie d'ensemble, elle se définit et elle se structure. Parce que si vous avez un compte à droite, à gauche, etc., qui n'est pas rationalisé, l'idée, ça va être de la remettre dans une structure qui ensuite suive vos mouvements. Tous ces placements, toute cette logique, que l'on parle par exemple demain d'une création d'une structure type société civile. J'étais en ligne hier avec une cliente qui était résidente monégasque, qui a ses enfants en France et dont le mari est lui anglais. Vous voyez, donc ça amène pas mal de problématiques et de sujets qui sont assez faciles à résoudre à partir du moment où dès le départ on structure. Avant même de parler de placement, cette cliente me disait je suis intéressée par tel ou tel placement, produit, etc. Là, on rentre dans le fond du sujet. L'objectif était de prendre un peu de hauteur avant de parler de produit, avant de parler de placement, avant de parler de rendement. Et évidemment qu'on en parle pour, encore une fois, capitaliser, valoriser votre travail. Mais surtout, encore une fois, vous sécuriser. C'est ça qui est important, c'est vous mettre en sécurité. Une sécurité au niveau des revenus, une sécurité au niveau fiscal, et puis anticiper le lendemain. Voilà, ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur de notre métier. Le reste, on peut parler de rendement, on peut parler de placement, et ça fera l'objet, si vous le souhaitez, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé sur des thématiques précises qu'on pourra animer également. Mais c'est des moyens qui permettent d'atteindre un objectif.
Voilà. En réalité, tout ça, ce ne sont que des moyens. Les objectifs, ensuite, ce sont les vôtres et ce sont ceux qu'on définit ensemble. Anticipation des revenus, anticipation de la perte de train de vie, anticipation de la retraite, qui sont de très, très gros sujets. Quid au niveau successoral, si j'ai eu mes enfants, par exemple, qui sont nés aux US, mais qu'aujourd'hui, je suis résident anglais et qu'en fait, je souhaiterais terminer ma vie en France parce que j'y ai ma famille et que je souhaiterais revenir, quelle est la dimension successorale là-dedans si vous avez investi un peu partout et que donc vous avez un patrimoine qui est délocalisé et décentré. Ça, ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler, qu'on peut anticiper bien sûr, mais qui sont plus faciles s'ils ont été structurés en amont. C'est toujours plus facile d'agir en amont qu'en aval. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Challenge. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous en faire part ou à demander à être contacté. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple quand on le fait dès le début. Et ce que disait Yasmina, c'est très intéressant que vous soyez jeune. Je dirais surtout si vous êtes jeune aussi. C'est le moment où on structure parce que c'est facile. C'est facile et on a plus de temps. Exactement. Et surtout, quand on parle de structure, la structure, ça peut être un contrat, ça peut être une société, ça peut être que sais-je, ça va dépendre de quelle logique on est en train de parler. Mais surtout, c'est un ensemble qui, à partir du moment où il est positionné, à partir du moment où les rails sont posés, vous pouvez être partout, vous prenez le train, les rails sont OK. Et on a déjà tout anticipé, la fiscalité, la succession, la retraite, les revenus complémentaires. Pourquoi on fait ça? On a donné de la valeur à votre travail, c'est-à-dire qu'on a arrêté d'oublier ses comptes ou d'épargner sur des versements programmés ou je ne sais quoi chaque année sans qu'il y ait de rationalité logique d'ensemble, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est très bien de le faire si vous épargnez aujourd'hui. Si vous avez déjà une logique de protection, etc., ou vous capitalisez pour vous, c'est très bien. Maintenant, l'idée, c'est de structurer justement cette vision. Et donc, pour ça, et la manière dont on y répond, c'est que dans les métiers de la gestion privée, et je terminerai là-dessus avant de répondre aux éventuelles questions, vous avez majoritairement 3 à 4 axes. Il n'y a pas qu'un seul placement, un seul produit, une seule enveloppe fiscale qui y répond et qui, par magie, va résoudre vos sujets. Vous avez majoritairement, et ça c'est international, 4 axes majeurs. La première, c'est la création de capital. La création de capital, c'est un mot qui veut dire l'effet de levier de l'emprunt, majoritairement immobilier. Peu importe où vous êtes dans le monde, l'effet de levier de l'emprunt, c'est l'une des premières sources d'enrichissement, souvent pour investir dans l'IMO, comme on dit régulièrement dans nos métiers. L'immobilier, on emprunte, le cash, on le place, ce qui permet tout simplement sur des valeurs brutes patrimoniales de l'augmenter, voire de faire x2 assez aisément. Effectivement, lorsque vous êtes expatrié, et si vous souhaitez investir en France par exemple, ce qui serait une bonne chose parce que l'immobilier français, pour le coup, se défend bien, vous avez effectivement des sujets où vous devez apporter un peu plus d'apport. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas emprunter. Voilà, ça c'est un point. Souvent, j'ai des questions là-dessus. Est-ce que je peux emprunter en qualité de résident anglais, de résident X pour investir en France? La réponse est oui. La réponse est oui. Et au contraire, il faut l'utiliser, notamment si vous avez le temps de faire ces investissements patrimoniaux. Quand je parle de temps, je parle de durée de placement. Effectivement, quand on a 60 ans, c'est pas pareil. On n'a pas toutes les possibilités ou un peu moins parce que le temps n'est plus là. En revanche, quand vous êtes jeune, c'est évidemment des choses qu'il faut mettre en place assez rapidement. La gestion d'actifs, les placements financiers, c'est la rationalisation financière, la rentabilité de votre argent à aujourd'hui. Et là encore, on parle de la valorisation de votre travail, c'est fondamental. Vous travaillez dur en règle générale. L'idée, c'est que ça serve à quelque chose et que ce soit valorisé sans que ça vous demande trop de temps. Encore une fois, un bon conseil et un bon patrimoine, c'est celui qui ne vous demande pas d'effort et qui vous suit et qui vous accompagne. Ça, c'est important et pas l'inverse. Donc, la gestion d'actifs, ça veut tout rien dire. Ça sera une thématique qu'on pourra aborder. Dans la gestion d'actifs, on peut absolument tout faire. Qu'est-ce qu'on en met à l'intérieur des contrats? Je prenais l'exemple de l'assurance vie luxembourgeois. Vous pouvez tout mettre. Des actions, des fonds d'investissement, du private equity, de l'immobilier éventuellement, des produits structurés, des fonds monétaires, etc., etc. Tout dépendra de la stratégie qu'on sera amené à aborder en fonction de votre situation à vous. La fiscalité, on l'anticipe, on en revient à la structuration de manière générale.
Et puis, bien sûr, si vous êtes dirigeant notamment, donc je ne sais pas s'il y a des freelances, des dirigeants, bien sûr, là également, on va pouvoir vous accompagner sur de la structuration. On ne conseille pas un dirigeant comme on conseille un particulier. Vous avez des axes d'optimisation et des contraintes également qui ne sont pas les mêmes. Et ça aussi, ça s'anticipe, ça se structure. On a une clientèle parfois de dirigeants qui ont une holding au UK, des filiales en France et donc des problématiques assez complexes où le cash est à tel endroit, eux sont à un autre, etc. Ça s'optimise, ça se rationalise et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en tête. Donc ça, c'est 4 axes qui sont des axes que vous pouvez garder en tête puisque c'est ceux qui permettent un enrichissement personnel et cet enrichissement, il ne faut pas avoir peur des mots, hein, c'est celui qui vous protège et qui permet d'apporter du sens aujourd'hui à votre expatriation qui a pas mal d'avantages mais également certaines contraintes qui méritent d'être anticipées. Quoi qu'il en soit, lorsque vous décidez d'avancer sur des sujets, des thématiques d'accompagnement patrimoniaux, il y aura toujours, et ça c'est très important de le rappeler, un premier bilan patrimonial qui devra être fait. Le bilan, c'est le nerf de la guerre. Lors d'un premier rendez-vous, les premières choses qu'on va faire, c'est vous poser des questions. N'importe quel conseiller dans notre métier qui a les accréditations de conseiller en investissement financier en France, au UK, peu importe, aux US, partout. aux US, doit commencer par un bilan et en principe, il n'y a pas de solution, il y a des axes de travail, mais il n'y a pas de solution immédiate qui vous sont apportées. Un bon conseiller, c'est pas celui qui est un catalogue qui va vous dire, bah voilà, nous on a ça en stock, choisissez ce que vous voulez. Un bon conseiller, c'est quelqu'un qui va vous apporter un regard par rapport à votre situation et vous expliquer en vous faisant gagner du temps, parce que ça c'est important et le temps c'est de l'argent, n'est-ce pas tout le monde, en vous faisant gagner du temps, pourquoi cette solution plus qu'une autre et dans quelle mesure elle répond à votre sujet, dans votre situation par rapport à vos problématiques fiscales, internationales, familiales, que sais-je. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Va ensuite en découler une stratégie patrimoniale après un travail de lecture. Ce travail de lecture, il est bien sûr facilité si vous avez une rationalisation, que ce soit sur Excel ou sur une application, par exemple. Mais effectivement, c'est un travail, nous, qui nous aide, puisque si vous avez oublié, par exemple, des comptes, eh ben nous, c'est simple, ça veut dire qu'on ne peut pas vous accompagner sur une saisine d'opportunité dans votre intérêt. Parce que si vous ne savez pas, si vous avez des comptes ailleurs, bien entendu, nous, on ne peut pas en avoir connaissance non plus. Et heureusement, d'ailleurs, il y a des règles de RGPD qui permettent de vous protéger, sinon ce serait particulier, Big Brother. Mais voilà. Donc ça permet également d'aller saisir des opportunités. Donc le premier rendez-vous, c'est toujours un rendez-vous d'audit, se dessinent des axes de travail qui ensuite vont vous donner des opportunités financières qu'on dessine ensemble, bien sûr. L'idée, c'est de gagner du temps quand vous êtes accompagné. Et l'idée, surtout, c'est de s'adapter à votre situation et non l'inverse. Ce n'est pas un patrimoine ou un produit qui doit s'adapter à vous. C'est le contraire. Voilà. J'en terminerai là-dessus de mon côté. Est-ce qu'il y a peut-être des questions avant qu'on passe aux éléments de conclusion? Pas de questions. C'est qu'on a été clair. Maintenant, plus personne ne va oser poser de questions. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez un call to action. A priori, nous, on ne le voit pas. Contactez-nous directement. Mais de nous contacter. Si vous avez des questions à titre personnel, privé, c'était le cas effectivement dans le chat. N'hésitez pas. Certaines questions, on ne peut pas y répondre en direct parce que ça nécessite d'avoir une visibilité globale et notamment une visibilité sur votre réelle résidence. On est parfois étonné de penser qu'on est résident. Alors, si vous ne bougez pas, il y a plus trop de doutes, mais parfois on est amené à retravailler légèrement justement sur les sujets de résidence avec les équipes et nos partenaires pour s'assurer que ce soit bien celle-ci. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas toujours vous répondre en direct. En revanche, on peut répondre à Nicolas. Si vous souhaitez Nicolas, n'hésitez pas à nous appeler également ou à demander à être recontacté. Effectivement, vous avez des sujets déclaratifs lorsque vous avez des revenus de sources étrangères. Pas de questions particulières. On va pouvoir conclure. Je vais peut-être te laisser le faire. Oui, enfin vraiment, le but aujourd'hui, c'était vraiment de voir quelles étaient, en anglais, on parle de blind spot. Je ne sais pas si on peut traduire angle mort en français. Oui. C'est vraiment de mettre la lumière sur ces angles morts pour s'assurer que justement, si vous êtes sur le point de partir en expatriation, si vous êtes déjà expatrié, quels sont les sujets auxquels vous n'avez peut-être pas pensé? Des fois, c'est trop tard. C'est mieux de justement pouvoir travailler là-dessus en amont et d'être proactif. J'ai aussi mis
quelques liens si vous vouliez chercher, si vous avez des fonds de pension, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, que vous avez peut-être oublié. Figurez-vous que moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un compte qui était mon compte épargne santé entreprise, que j'avais totalement oublié, et parce que aussi pour l'application, Jonathan, donc si vous voulez m'envoyer si vous voulez demander à être recontacté, je pourrais vous envoyer des informations. Vous pouvez nous télécharger, mais vous ne pouvez pas avoir accès. Nous sommes disponibles que sur invitation, mais je serais heureuse de vous donner plus d'informations et de vous envoyer cette invitation avec plaisir. Et donc, c'est vraiment être proactif, avoir les outils, être bien accompagné, cette visibilité, cette proactivité, afin de mettre en place un patrimoine, une structure patrimoniale qui vous convient. Parce que si vous avez un conseiller aux États-Unis, un conseiller en France, un conseiller au UK, et que personne ne se parle, c'est très mauvais aussi. Donc, c'est vraiment avoir cette vision d'ensemble, c'est ce qu'il y a de plus important, et s'assurer que tous vos experts vont discuter entre eux, aussi bien experts patrimoniaux, fiscalistes, juridiques, qui puissent mieux vous accompagner. Et si vous avez des questions, avec plaisir, n'hésitez pas. C'est une magnifique opportunité, l'expatriation. Ça devient addictif, hein. Enfin, j'ai quitté la France il y a très longtemps et j'adore y retourner. Mais voilà, c'est une belle expérience. Vous faites des rencontres fantastiques, hein. Vous apprenez plein de choses. Ça vous ouvre les yeux sur pas mal de choses. Donc, et puis surtout, si vous avez des questions, même des mises en relation par rapport à vos futures expatriations, n'hésitez pas à nous contacter toutes les deux. Je pense qu'on peut en terminer là-dessus. Peut-être un point de précision. Effectivement, tu disais, Yasmina, les experts doivent se mettre en relation entre eux. Il n'est pas rare dans notre cabinet que nous travaillons avec d'autres conseillers sur nos clients. L'idée, c'est de structurer ensemble dans votre intérêt. Et évidemment, je pense que ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. Est-ce qu'on travaille avec la Chine? Oui, tout à fait. L'application vous suit partout et nous, notre cabinet vous accompagne, peu importe votre résidence. Évidemment, il y aura des sujets et des spécificités en fonction des pays que nous prenons en considération. Et là également, l'objectif du conseil, c'est de vous donner vos possibilités, vos perspectives. Parfois, on sera amené à travailler avec des cabinets sur place dans certains pays parce que nous n'avons pas le choix pour vous accompagner au mieux. Ce sont aussi des choses que nous pouvons faire en fonction des spécificités des États dans lesquels vous vous trouvez. N'hésitez pas, s'il y a des questions, à demander à être rappelé. On vous a mis également les QR codes pour que vous puissiez entrer en contact avec Yasmina. C'est ton LinkedIn, me semble-t-il. De mon côté, c'est le site internet, mais si vous demandez à être recontacté, vous serez recontacté directement sur les coordonnées que vous nous laisserez, si toutefois il y a un sujet. On va pouvoir vous souhaiter une très bonne journée. On atteint la fin. On est dans le timing à 1 minute près. Merci à tous. Et juste une dernière chose, et tu l'as mentionné déjà pendant la présentation, mais s'il y a un sujet qui vous intéresse, hein, que vous aimeriez qu'on couvre, surtout n'hésitez pas. On est vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci bien. À très vite. Au revoir. Au revoir.